Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, après avoir traité de la question de l'imagination dans la vidéo précédente, on va continuer, donc toujours avec une certaine logique. Et là on va faire une petite série de 2 vidéos consacrées à la notion de créativité artistique. Alors dans cette première vidéo, on va voir que tout autant que l'imagination, en fait, la créativité est un moteur du processus de création. Et que, évidemment, le processus de création, alors tant dans le champ artistique que par extension dans le champ des thérapies par l'art. Et que plus encore, on va surtout voir dans cette première vidéo que la créativité représente une fonction vitale, ce pourquoi justement elle est la pierre angulaire des thérapies par l'art. Alors au sommaire, 2 parties. La première, un concept récent, la créativité un concept récent. La seconde, la créativité une fonction vitale. Alors ce qu'on peut dire, c'est que peut-être revenir toujours à la question étymologique, c'est toujours intéressant. Le terme créativité, en fait, viendrait du latin creare. Alors il y a 2 sens selon le contexte. Le premier, ce serait faire pousser, ce qui est très intéressant. Et le deuxième, encore plus selon moi, c'est faire naître du néant. Et que aussi loin qu'on remonte dans le temps, on peut imaginer, à raison, a priori, que la créativité en fait a toujours existé, puisque tout simplement l'homme a continuellement inventé de nouvelles façons de vivre, et puis en permanence inventé on pourrait dire, de nouveaux artefacts. Et que même les premiers hommes, pour survivre dans la nature, ont dû faire appel à une forme de créativité, à la créativité pour pouvoir vivre. Alors, la créativité, un concept récent. Alors, c'est intéressant, d'autant plus parce que la créativité, on en parle beaucoup, et en fait, c'est un concept qui a véritablement, comment on pourrait dire, intéressé des scientifiques, qu'après la Seconde Guerre mondiale, et que donc les premiers travaux de recherche sur cette notion plutôt abstraite ont vraiment commencé à émerger au début des années 50. Alors je pense notamment à Joy Paul Guilford, un célèbre psychologue américain, qui élabora un modèle de structure de l'intelligence, justement au début des années 50, et qui travaillait sur le concept d'intelligence, mais aussi sur la notion de trait de personnalité. Et en tant que scientifique, en fait, Guilford va d'abord chercher en fait à mesurer les capacités créatives en élaborant un test qui va soumettre à des échantillons de personnes, et ensuite il s'amusait à croiser en fait les résultats avec ceux obtenus parallèlement sur le quotient intellectuel, le fameux test de QI, et il a alors constaté en fait qu'il n'existait pas de corrélation entre l'intelligence et les performances de créativité. En revanche, Guilford a observé que le potentiel créatif était optimal à partir du moment où la personne faisait à la fois appel à la pensée convergente et à la pensée divergente. Alors la pensée convergente, donc, nous on est plutôt issus de ça, enfin à travers notamment le système scolaire, basé donc sur l'analyse, on va dire, plutôt rationnelle avec les déductions logiques. Et puis la pensée divergente, plutôt celle qui a la capacité en fait à proposer plusieurs solutions à une problématique donnée notamment. Toujours un peu aux origines des travaux de recherche sur la créativité, un autre psychologue américain, c'est William G.G. Gordon, qui est célèbre parce qu'il est à l'origine de la synectique, qui est une approche de résolution de problèmes. Et Gordon, lui, estimait pour sa part que la créativité, en fait, est particulièrement féconde lorsqu'elle s'appuie sur la pensée analogique, qui consiste donc à trouver des relations communes entre des éléments qui, a priori, n'en ont pas. Donc ça, on a vu ça déjà lorsqu'on a traité de la question de l'imagination, où dans l'imagination, on s'appuie sur cette question justement analogique. Et que cette notion d'analogie, c'est un point qui est partagé par Winnicott, Donald Woods Winnicott, donc psychanalyste anglais. Là, je vous renvoie aux vidéos qu'on a faites sur lui. Winnicott, qui voyait dans l'imaginaire et la créativité une forme de pensée intermédiaire qui fonctionne de manière associative, mais aussi analogique. Voilà. Donc, à savoir d'ailleurs des mécanismes en fait qu'on retrouve imagination, créativité dans le jeu et dans le rêve par ailleurs. Alors toujours dans le champ de la psychanalyse, et là je reviens sur Winnicott, c'est incontestablement lui qui a apporté l'éclairage le plus important sur la créativité, considérant que Winnicott avait très bien mis en lumière qu'elle débordait le cadre purement artistique et surtout qu'elle s'inscrivait en fait dans la vie de tous les jours. Rappelez que Winnicott, que selon lui, la créativité doit être comprise comme cette capacité à créer des liens entre notre vie intérieure et le monde extérieur, et qu'en ce sens, la créativité est un véritable objet transitionnel.
Et que, peut-être pour résumer sa pensée sur la créativité, de Winnicott, dire que tout le monde peut être créatif, mais que le sentiment de créativité ne peut apparaître toujours, cette notion est fondamentale, dans l'introduction du principe de plaisir. Et que pour qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait du jeu, ce qui signifie donc que la notion de créativité est inséparable de la notion de jeu. Alors voyons maintenant la créativité, une fonction vitale. Ce qu'on peut dire, c'est pareil, Winnicott l'a très bien analysé ça, on peut dire que maintenant, il est acquis scientifiquement que l'aptitude à la créativité est présente à des niveaux variables chez tous les êtres humains. Et que parfois, même sans en avoir entièrement conscience, ou véritablement conscience, nous faisons appel à notre créativité. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à contrario, il peut arriver que notre créativité soit bloquée pour diverses raisons. Et que, de même, il existe des freins à la créativité parce que la créativité, c'est transformer le produit de l'imagination en création, parce que la créativité permet de rentrer dans le processus de création, mais que ça nécessite on pourrait dire une forme de désir, encore une fois, et que ça mobilise particulièrement de l'énergie. Et que, dans ce sens, la créativité est intimement liée au psychisme. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que si certaines personnes font preuve de plus de créativité que d'autres, ou montrent une plus forte créativité, ça ne signifie pas pour autant que la créativité relève de l'inné. En fait, la créativité n'est pas un don des dieux que certaines personnes possèdent et d'autres non. Plus intéressant encore, tout le monde possède un potentiel créatif qui peut être éveillé à tout moment de la vie, et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Et ça, évidemment, c'est une caractéristique fondamentale dans le champ des thérapies par l'art pour soigner à travers le processus créatif. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que de manière générale, la créativité, en fait, est définie comme la faculté de transformer des pensées ou des fantasmes imaginaires en signes ou en traces dans le but de les communiquer aux autres. Rappelez que l'imagination est donc la matière première de la créativité qui, en retour, va potentiellement permettre de créer. Ou, pour le dire autrement, que l'imagination constitue le matériau indispensable à la créativité qui pourra potentiellement transformer des fantasmes imaginaires en création, donc rentrer dans un processus de création. On pourrait un peu assimiler ça comme dans le cadre d'un processus de centrifugation, la créativité en fait va permettre de détacher des représentations internes qui, après transformation, vont être expulsées au dehors dans un but de communication et d'ouverture aux autres. Alors, si on se réfère une nouvelle fois à Winnicott, la créativité, donc fonction vitale de l'être humain, inhérente même au fait de vivre. À savoir que donc tous les humains peuvent être créatifs, ça on l'a vu, mais encore faut-il en avoir le désir, et surtout, on va dire, se trouver dans des conditions favorables, ou encore créer les conditions, on va dire, pour exprimer sa créativité. Et que si la créativité est indispensable pour entrer dans un processus créatif, elle n'est pas obligatoirement source de création. Que le plus souvent, elle peut demeurer, ou elle demeure, au stade de représentation mentale, et il n'y a alors pas de passage à l'acte. Alors là, je renvoie à Didier Anzieux, et on en parlera tout à l'heure, dans la seconde vidéo, sur la créativité. Didier Anzieux, qui a particulièrement analysé le processus créateur à travers une approche psychanalytique, estimait ainsi que si la créativité est un ensemble de prédispositions du caractère et de l'esprit qu'on retrouve chez la plupart des individus, cela ne les rend pas forcément créatifs. Et que cette analyse renvoie en fait à la question, on va dire, de l'essence même de la créativité, qui peut prendre de multiples formes, mais dont on peut en fait distinguer deux grands types, à savoir une créativité primaire qui ne se traduit par aucune action, c'est-à-dire uniquement de la pensée, et surtout une créativité secondaire, celle-ci qui nous intéresse particulièrement dans le champ des thérapies par l'art, cette créativité secondaire qui, à l'inverse, elle, va produire de nouvelles idées et surtout de nouvelles représentations à des fins de réalisation. Et donc, évidemment, c'est celle-ci, encore une fois, qui nous intéresse. Ce qu'on peut dire aussi, c'est donc, en conséquence, en atelier ou en séance de thérapie par l'art, en atelier d'art-thérapie, l'un des objectifs, évidemment, du thérapeute est donc de stimuler le plus possible la créativité des participants, considérant que le plus grand frein à cela, et ça c'est tout le paradoxe, c'est de méconnaître soi-même sa propre créativité ou surtout de mésestimer son propre potentiel créatif. Pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale,
la pensée rationnelle vient freiner la pulsion créatrice. Ça, on l'a vu déjà dans la vidéo sur l'imagination avec Ribot, mais il faut savoir, la pensée rationnelle ne tue pas non plus la créativité. En d'autres termes, l'imagination et la créativité sont toujours présentes au plus profond de l'être et ne demandent d'une certaine façon qu'à être réactivées. Or, ce qu'on peut dire, c'est que c'est justement ce que le thérapeute va permettre en premier lieu, et que par le biais de la médiation artistique, l'art thérapeute va solliciter l'imagination et la créativité des personnes accompagnées, ce qui aura pour conséquence immédiate de remettre de la vie dans les psychismes. Alors à lire pour cette première vidéo consacrée à la créativité, premier livre de Anton Ehrensweg, L'ordre caché de l'art, essai sur la psychologie de l'imagination artistique, alors essai publié en 1982. Autre livre, alors là on est dans le champ de la psychologie positive, de Mihaly Csikszentmihalyi, La créativité, psychologie de la découverte et de l'invention, publié en 2009. Purement dans le champ de l'art, de Otto Rank, L'art et l'artiste, créativité et développement de la personnalité, publié en 2014. Enfin, évidemment, l'incontournable, Donald Woods Winnicott, Jeux et réalité, publié en 2007. Voilà, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées sont comme d'habitude dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines. En attendant la seconde vidéo, toujours sur la thématique de la créativité artistique, qui portera là sur comment libérer sa créativité artistique et surtout en quoi la créativité est la pierre angulaire des thérapies par l'art. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.